Salut à tous les amis et bienvenue dans cette deuxième table ronde de Télé d'Avant consacrée à la liberté d'expression chez les humoristes et à la censure. Et quoi de mieux pour une vidéo qui traite de la censure que de se la faire censurer. Et oui, la vidéo a été bloquée sur YouTube à la demande de l'Institut National de l'Audiovisuel. Méga lol. Alors justement, je vais pas vous parler pendant une heure, c'est pas ma gueule de con qui jacte pendant une heure. Enfin si, mais dans l'épisode. J'ai décidé de les niquer, mais je vais quand même faire une petite parenthèse ludique et qui me semble parfaitement à sa place dans un épisode de Télé d'Avant sur cette escroquerie que constitue l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors comment vous expliquer le concept J'en profiterai d'ailleurs par la même occasion pour dire tout haut ce que beaucoup de youtubeurs, et je fais un clin d'œil à mon poteau Teddy Boy RSA, subissent au quotidien de ces escrocs. Alors, on va être très clair. La télé d'avant, celle qu'on essaye de recréer dans ces épisodes, cette télé où on prenait le temps de parler des sujets simplement autour d'une table. Tout ça, du journal télé de l'ORTF jusqu'aux émissions d'Antenne 2. Nos parents, nos grands-parents, ils ont payé une redevance pour ça, pour ce service public. Voilà, une redevance. Donc toutes ces images, elles devraient nous appartenir, elles devraient être libres de droit. Penses-tu? Ces images sont détenues par l'Institut National de l'Audiovisuel. Des gens qui vont vous demander, pour pouvoir consulter ces archives, donc qui nous appartiennent en théorie, de payer 5 € par mois, soi-disant pour gérer les frais du merdier. Alors, c'est une chaîne YouTube, plus ou moins. C'est-à-dire que le truc, c'est un player, tu cliques, voilà. C'est bon. Là, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Alors, du coup, l'Institut National de l'Audiovisuel, vous l'aurez compris, est donc un petit peu au monde du cinéma et de la télévision, en fait, ce que la BCE est à l'Union Européenne. C'est-à-dire des gens qui te prennent ce qui t'appartient, et qui mettent une plus-value dessus et qui te demandent de payer plus cher pour avoir un truc qui normalement t'appartient. C'est le même concept. Donc, cette petite parenthèse étant mise à part, nous allons pouvoir parler donc de la liberté d'expression. Mais si vous voyez ma gueule comme ça, c'est que j'ai réussi à les niquer, comme je vous l'ai dit. Et comment que j'ai fait? Eh ben, vous pouvez voir cette vidéo de deux façons différentes. La première, c'est dans la description de cette vidéo, vous avez un lien sur la vidéo sur Dailymotion. Dailymotion n'a pas de ghost ou de quoi que ce soit. J'ai avec eux un rapport qui fait que je peux produire ce genre de contenu sans problème. Donc vous cliquez, vous le voyez, voilà, mais il y a beaucoup de pubs et c'est chiant. La deuxième possibilité, c'est de continuer à regarder cette vidéo. Oui, j'ai viré tous les passages, mais alors tous, parce qu'en fait au début ils m'ont dit interdit de monétiser la vidéo pour ça, et puis là j'ai fait F5 et j'ai vu qu'il y en avait une deuxième en fait. Et puis ensuite une troisième, donc si tu veux là bon ça descend en cascade. Sauf que la version de la vidéo que vous avez sur Dailymotion, là c'est pas une version longue qui fait 6 minutes de plus comme la dernière fois, c'est une version qui fait 20 minutes de plus. Tu commences à comprendre? Quand on fait une émission sur la liberté d'expression et sur la censure des humoristes, on décide, c'est ce qu'on a fait, de prendre 8 grands cas de sketch ou d'histoires censurées et de les commenter ensuite. Tu vois où je veux en venir? Si tu montres pas les sketchs, les gens ils comprennent pas. Donc du coup, ça avait plus aucun sens cette émission. On aurait dit des gens des alcooliques anonymes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai tout redoublé en voix off. C'est-à-dire que quand il est censé avoir un insert de 10 minutes, bon, je vais résumer à la one again en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Et autant vous dire que là, sur le coup de la voix off, j'ai à peu près autant de motivation à la faire que Marine Le Pen en avait à gagner le second tour des élections présidentielles. On est sur du zéro, c'est-à-dire que là, il n'y a rien en boutique. Mais j'ai quand même ressorti les dernières cartouches, et puis pour ceux qui veulent le voir en version intégrale, particulièrement si vous ne connaissez pas ces sketchs ou ces passages incriminés, je vous conseille quand même la version Dailymotion. Alors, l'affaire Harakiri, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, camarades. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le 9 novembre 70, le général de Gaulle meurt. C'est une tragédie pour toute la France, sauf que quelques jours avant, il y avait eu un autre événement dans l'Isère où une discothèque avait brûlé, faisant 146 morts. Et les journaux avaient titré « Balle tragique en Isère, 146 morts ». Sauf que Harakiri, le journal satirique, lui, c'est un hebdomadaire, et qu'au moment où il sort, il se retrouve avec deux informations à traiter. Et il décide donc de mélanger les deux, et ça nous donne une, balle tragique à Colombay, un mort. Inutile de vous dire que ça n'a pas du tout fait marrer les autorités de l'époque et que le journal a été purement et simplement interdit. Il sera remplacé la semaine suivante par Charlie Hebdo. Cette
anecdote-là, ou cet épisode-là, indique qu'il y a plus de liberté d'expression aujourd'hui qu'alors. C'est-à-dire qu'alors, il y avait quand même un système, effectivement, de censure. La radio-télévision était aux mains de l'État exclusivement. Mais De Gaulle était un autocrate notoire. Et donc, effectivement, il ne fallait pas toucher à la personne de Sa Majesté de Gaulle. Aujourd'hui, on peut écrire balle tragique chez Hollande, ou enfin le correspondant. Donc, mais à l'époque, effectivement, cette petite blague d'assez bon goût, parce qu'il faut la relier aux balles tragiques de... Oui. Redis-moi, oui, quelque part en Isère. Qui avait fait 150 morts. 150 morts dans une discothèque et tout ça. Donc, effectivement, la blague est de bon goût. Elle est même plutôt, comment dirais-je, affectueuse pour le général de Gaulle. C'est-à-dire, c'est relié, cette catastrophe où 150 personnes meurent, au fait que lui meurt là-bas tout seul à Colombey, mais je trouve que c'était pas méchant. Et les autorités de l'époque, extrêmement étroites de vue et extrêmement, extrêmement réac, ont fait interdire le journal. Je pense qu'aujourd'hui, on n'arriverait pas à faire interdire un journal pour cette blague-là. Pour cette blague-là. Non. Mais, et vous, justement, est-ce que la politique, l'humoristique, est-ce que la tentative de censure de l'un sur l'autre, ou en tout cas l'influence, le poids du politique en tant que tel, est-ce que ça vous a posé, vous, des bâtons dans les roues à certains moments de votre carrière? Est-ce que vous avez été confronté à une réaction hostile d'un milieu politique ou d'une personnalité politique où vous avez dû faire face, je ne sais pas moi, à un problème dont vous saviez que derrière c'était une affaire politique? Ben moi, j'ai été, par exemple, après 6 ans passés sur France Culture, j'ai été viré à la demande express de Sarkozy. Je ne l'ai appris que plus tard par le directeur d'alors, Olivier Poivre d'Arvor, qui ne me l'a pas dit sur le moment, donc je n'ai pas bien compris pourquoi j'étais viré. Et ensuite, j'ai su que c'est Sarkozy qui avait demandé ma tête. Mais bon, je ne me trouve pas un martyr. Justement, des radios, il y en a d'autres. Et puis, voilà, je trouve que c'est pas bien grave. Et je pense qu'il faudrait vraiment une dictature particulièrement costaud pour venir à bout de tout l'esprit frondeur qui existe dans ce pays, de tout l'esprit en général qui existe. L'esprit français. Ouais, et toute cette jeunesse, tout ce fourmillement. Donc voilà, je trouve pas. C'est comme quand les guignols sont foutus dehors. Oui, il y a un acte de censure, mais enfin bon, ils ont bien profité, tous les auteurs, ça va, ils sont pas à la rue, il n'y a pas mort d'homme, ils vont pas en prison. L'émission, elle a duré, je sais pas quoi... 1988. Voilà, oui, bah oui, moi je l'ai créé avec de l'Épine et Gouriot, de 89. Bah oui, vous savez donc, quoi. donc voilà, tout ça, c'est évidemment... Enfin, quelquefois, je suis un peu choqué quand j'entends des gens pousser les hauts cris en disant on vit dans un pays où il n'y a plus de liberté. Si, en gros, il y a des libertés, puis de temps en temps, t'as, comment il s'appelle, l'autre andouille de Canal... Bolloré, qui fait sa petite... Andouille, Bolloré, c'est la Bretagne. Vous connaissez M. Bolloré? J'en ai entendu parler. Qui fait sa petite crise et tout ça, mais bon, je te dis, c'est pas si méchant, c'est pas un drame national. Bon, voilà. Alors on était sur les interdits. Un petit rire, un mouvement de tête, Voilà. et ça repart. Et, Voilà. Est-ce que toi, tu l'as vécu, l'entravement du politique, ou est-ce que tu as vécu, toi, dans ton taf, justement, des moments où... Parce que tu avais une petite anecdote sur Sarkozy, je crois, sur une de tes dernières chroniques que tu avais fait avant que ça te gage définitivement. Je suis allé 2 mois, moi, dans l'émission d'Anne Roumanoff, le midi sur Europe, parce que j'écrivais déjà pour elle, donc elle m'avait proposé de venir et tout. Les 2-3 premières, ça s'est pas mal passé, puis ensuite je me suis mis à faire un peu plus de politique à chaque fois, etc. Jusqu'à faire enregistrer une chronique de 3 minutes sur Sarkozy qui proposait de rétablir le service militaire pour les jeunes chômeurs. Et je me suis retrouvé avec 45 secondes de diffusé. Il restait plus une seule fois le mot Sarkozy, il restait plus le mot service militaire, il restait plus le mot chômage. Bon, il y a quand même un petit peu de censure alors. Il restait bonjour. C'est bonjour. Et Chronique c'était de 3 Romain minutes, Chélan. c'est ça? Ouais. 45 secondes de garder. Je commençais même avec une blague qui était marrante où je disais, parce qu'on enregistrait le samedi, je disais alors maintenant on bosse le samedi, bah, pour la peine la semaine prochaine je deviendrai juif pour plus bosser le samedi. Et puis je deviendrai aussi et après je disais je deviendrai aussi chrétien pour plus bosser le dimanche. Et puis je deviendrai aussi musulman pour pas bosser les autres jours de la semaine parce que personne ne voudra me donner du boulot. Censuré. Et, Censuré ah ouais. Donc voilà. Et puis étrange. ensuite j'en ai refait une où encore une fois c'était un petit peu compliqué, etc. Et puis j'ai un peu abandonné. Je me suis dit que si je pouvais pas dire ça là, je le dirais ailleurs, quoi.
Après, je suis pas parti fâché. Moi, je suis beaucoup victime de la censure. Normal, j'ai un personnage de curé catholique qui tape les cathos, mais qui tape toutes les religions dans la messe. Donc, sur le plan média, par exemple, je suis très victime des censures. Il y a même des animateurs comme Ardisson ou Carl Zéro qui m'ont franchement dit tu ne passeras pas parce que tu parles de religion et qui sont eux des cathos intégristes quand même. Ah oui, vraiment. On vous a interdit l'antenne Ouais. parce que votre Oui, parce que je me spectacle, moquais des catholiques, mais pas que des catholiques. Je me moque d'une manière générale de toutes les religions. Si tu viens voir la grand-messe au spectacle, à peu près, je parle de toutes les religions, même si le personnage central est un prêtre catholique, tu vois. Donc ça, c'est une vraie censure. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où la censure existe, mais elle n'est pas dramatique maintenant, surtout maintenant, parce qu'il y a plein d'autres médias qui sont ouverts, qui ne sont pas censurés, tu vois. Donc en fait, tous les thèmes qu'on ne peut pas aborder dans les médias, comme la télé est un média qui tombe aujourd'hui. C'est un média qui chute, si tu regardes toute la jeunesse aujourd'hui, le soir après le repas avec les parents, quand ils mangent avec les parents, ils ne regardent pas la télé avec les parents. Ils montent dans leur piole regarder la tablette et Facebook et d'autres médias, tu vois. Donc ce média télévisuel aujourd'hui, il n'est plus très important. Donc la censure, elle existe sur ce média-là, toujours, voire peut-être même un peu plus, avec l'avènement des Bolloré et autres. Mais c'est pas très grave, dans la mesure où on a plein d'autres possibilités de dire des tas de choses et de s'amuser. Tu vois, on fait des vidéos comme ça, je vois la carotte par exemple, c'est un machin qui fait 17 millions de vues, tu vois, 17 millions de vues, c'est-à-dire quand tu passes dans une émission de Cyril Hanouna, si les gens te regardent, ton maximum de vues il va être de 800 000. Tu comprends? Donc aujourd'hui, le média télé n'est plus très important. Il n'est pas capital. C'est la mort de la télé. C'est en tout cas le déclin. Comme Internet va détrôner la télé. Ah, tu sais, il y a mais vous savez qu'à l'avènement de la télévision, on disait la même chose du cinéma. Bien évidemment. Que le cinéma allait mourir parce qu'on aurait un écran à disposition à la maison. Donc pourquoi est-ce qu'on sortirait? Parce qu'on est toujours sur le média image, tu vois. La presse écrite a chuté quand la télévision est arrivée. Parce qu'avant la presse écrite, tu avais une mauvaise critique sur un spectacle que tu faisais sur la presse écrite. Tous les gens, le matin, allaient acheter leur journal. Il n'y avait pas de télévision. Oui, donc l'info, tu faisais un article écrit était dramatique, ça avait de mauvaises critiques. D'ailleurs, les comédiens, les artistes, ceux qui faisaient des pièces, attendaient la critique écrite comme ça. Quoi. Ils avaient la troupe. S'ils se faisaient démonter, il n'y a plus personne dans la salle. Aujourd'hui, un article dans la presse écrite, ça ne fait pas un fauteuil payant. Et ça ne te retire pas un fauteuil payant. Bon, alors, comment la résumer celle-là? Au début des années 80, il y a deux humoristes qui sont particulièrement en vogue, Pierre Desproges et Jacques Martin. Oui, Jacques Martin, oui, le monsieur qui demande aux enfants ce qu'ils font leur papa dans la vie pendant qu'ils sont en train de filmer avec un caméscope Hitachi. Oui, super. Et donc avant, il faisait des blagues, et notamment beaucoup de blagues sur les responsables catholiques, des sketchs dans lesquels l'église était très souvent pointée du doigt. Jacques Martin est accusé de sacrilège et une campagne menée par Jean-Michel Di Falco et le quotidien catholique La Croix prend pour cible tous les humoristes qui utilisent Dieu dans leurs sketchs. Invité dans l'émission Midi 2, le 1er avril 83, Pierre Desproges va alors lire une lettre de protestation à ces attaques, adressée à Monseigneur Lustiger, dans laquelle il dénonce, je cite, « les manifestations incantatoires d'une secte en robe dont le monothéisme avoué est une véritable insulte à Darwin ». Alors pour ceux qui veulent voir ce véritable moment d'anthologie, il est en description de la vidéo. Pour les autres, on reprend. Ne mâchez pas ces mots. Non, t'as dû trouver ça peut-être un peu choquant, toi, d'ailleurs. Oh, choquant, je ne dirais pas ça. Je laisse ce genre d'humour à ce monsieur, que d'ailleurs j'apprécie, mais bon... Alors du coup, toi, Mary, la religion, t'en moquer, c'est un peu ton dada, quoi. Oui, moi je m'en moque. C'est la dérision, attention. C'est pas parce que tu tournes quelqu'un en dérision que tu es forcément son ennemi, tu vois. C'est quand même votre fond de commerce. C'est mon fond de commerce. C'est pas forcément. Oui, c'est un commerce aussi, si tu veux, mais c'est pas. C'est dans l'idée. Moi, j'étais élevé jésuite pendant 10 ans, donc si tu veux, je connais bien la boutique et j'en ai encore quelques souvenirs douloureux. Et pour te dire que quand des proches disent que certains médias sont phagocytés par les cathos, c'est pas totalement fou. Est-ce que tu sais que la seule émission qui a commencé la télévision à peu près en 53, tu vois, c'est la messe. Et c'est la seule émission depuis la création de la télévision qui n'a jamais eu d'interruption. C'est la seule émission. Il n'y a pas eu d'autre. C'est la plus vieille émission de la télé, c'est la messe. Et ça n'a jamais été interdit, ni viré, ni coupé, il n'y a pas eu de coupure de quelques mois. C'est comme ça, c'était... Alors bon, Desproges, il dit qu'effectivement, tous les dimanches matins, depuis des siècles et des siècles, amen, pas tout à fait, mais bientôt, et la télévision donne la parole tous les dimanches à une seule religion, qui est la religion catholique. Quoique maintenant, il y a des émissions sur d'autres religions. Mais enfin, c'est quand même la seule émission, depuis le début de la télé, qui n'a jamais été arrêtée, jamais. Alors du coup, c'est parce que François Rollin avait l'air d'acquiescer aussi, tu dis on ne peut pas trop se moquer de la religion, de la religion chrétienne en France avec autant de liberté que ce qu'on pourrait, alors que quand on regardait Excusez-moi, mais je trouve que la religion chrétienne est
certainement une des plus attaquées, si on veut utiliser ce non, langage, C'est ça qui est paradoxal, parce que- et qui se défend le moins. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais médiatiquement, je crois D'ailleurs, pas. le sondage de tout à l'heure disait que 70% des Français trouvaient que la communauté musulmane était la communauté avec laquelle on avait du mal à faire des blagues, 44% la communauté juive, mais aucun ne parlait Si tu particulièrement de la passes- communauté chrétienne. hormis les médias, si tu passes une soirée entre copains, entre des gens qui déconnent là comme eux, qui sont complètement dingos, et que tu passes une soirée, il y a beaucoup plus d'histoires juives et d'histoires sur des arabes que sur des histoires de curés. Hein. C'est-à-dire, il faut pas tourner autour du pot. Il y a juste un endroit où il y a un problème, parce que Desproges fait un truc contre les cathos. La punition, c'est qu'on lui coupe une séquence télé. Et puis il va d'ailleurs faire une réponse sur une autre chaîne de télé. Harakiri, mes amis d'Harakiri font des trucs sur la religion musulmane et on les tue. Et ils sont morts et ils vivront plus jamais. Et c'est quand même pas tout à fait le même genre de réponse. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, on disait ouais, mais tu vois, ils l'ont un peu cherché. Attends, alors si c'est un peu cherché. Tu vois, bon. Donc il y a aujourd'hui une religion qui fait problème parce que au nom de cette religion, il y a des gens qui tuent. Voilà. Les autres ne font pas ça. Elles l'ont fait par le passé. Ouais. Ça excuse pas celles qui le font maintenant. Donc c'est juste avec celle-là qu'il y a un problème. Et c'est vrai que autant si tu vas à l'Olympia, tu peux faire autant de sketchs que tu veux, enculer le pape dans tous les sens. Au pire, t'as Christine Boutin qui fera un truc pour dire c'est pas bien. Qui fera des photos. Voilà, tu vois, bon, et tu risques vraiment rien du tout. En revanche, tu fais la même chose sur Mahomet, et il y a des gens qui voudront te tuer. Donc effectivement là-dessus, ça refroidit. Effectivement, quand on écrit quelque chose sur ce sujet, c'est cette menace-là qui est face à nous. Donc effectivement, si tu veux faire un truc un peu couillu sur les religions, t'as quand même intérêt à avoir un garde du corps. Voilà, notre ami Jérémy Ferrari, il a quand même eu un petit peu chaud aux fesses, et pourtant il disait rien d'extravagant, et il attaquait un peu toutes les religions. C'est vrai que autant les catholiques ne sont plus à une époque où ils ont envie d'en découdre de cette façon, donc ils sont passés ils l'ont fait, voilà. Maintenant ils sont passés à des mœurs plus raisonnables. Aujourd'hui, tu as un certain nombre d'extrémistes qui n'y sont pas passés, puis effectivement là, c'est très différent quand tu prends ta plume, si tu as peur pour ta vie, voilà. Si on recadrait dans le temps, si tu veux, la religion musulmane aujourd'hui, on est en 1500, c'est-à-dire qu'on serait un petit peu après le Moyen-Âge, tu vois. Donc, on brûle les PD, on brûle les sorcières, voilà. Exactement, donc c'est tout. C'est la religion qui est la plus jeune, donc qui n'a pas non plus, peut-être dans le temps, fait le travail sur elle que d'autres ont fait en acceptation, effectivement. Certainement. Et je me dis souvent que ça se trouve, dans 300 ans, il y aura des musulmans avec une photo de Mahomet sur leur t-shirt, tu vois. Tu seras vieux dans 300 ans, tu sais. Ouais, je pense. Je le verrai pas. Mais je me dis Avec les progrès de la médecine, sait-on jamais. c'est dans la logique de l'apparition. Enfin, ça me paraît assez logique. Cette réflexion est À tout à fait savoir, juste, quand même, oui. il faut bien conserver le machin, que c'est conserver dans l'esprit que ce ne sont pas des musulmans. La première victime du terrorisme, ce sont les musulmans. Bien sûr, les absolument, premières bien victimes. sûr. Donc là, effectivement, tu as raison, la sanction qui vont tuer des gens dans des salles de rédaction ou dans des salles de spectacle, c'est juste des tarés. C'est pas des musulmans, c'est des dingues, c'est des tarés. Que ce soit dans une salle de spectacle, dans une ville, sur un marché, sur le principe de tuer. Oui, ça va trop loin. C'est pas du De tout. toute façon, c'est à partir de là. Tu sais, quand les chrétiens ont fait leur guerre de religion et qui tuaient, il n'a jamais été dans la Bible et qu'ils appelaient les musulmans des infidèles. Aujourd'hui, les musulmans nous appellent nous des infidèles. Ça veut dire qu'on est revenu dans le même truc, sauf qu'il y a un décalage dans le temps. Et puis bien souligner, parce que c'est super important que les musulmans ne sont pas les terroristes. Il y a quelques tarés, comme nous, on a eu des mecs dans le temple qui étaient des tarés, qui égorgeaient des gens. Mais enfin, la Saint-Barthélemy, c'est entre catholiques. T'as les protestants et les catholiques, voilà, ils font 3000 morts dans la nuit parce qu'ils se tuent entre eux. Donc la religion est d'une manière générale dans le monde, est une énorme escroquerie, une énorme connerie. Et c'est juste pour conserver toujours ce truc, diviser pour régner. Tu fais des castes et des sectes, tu continues à régner. Mais ça, c'est Jules César, hein, tu vois. Tu divises et tu classes. C'est pas dur, des gens t'attaquent, ils sont 10 à vouloir m'attaquer. Et bien sûr qu'ils vont me foutre une tannée. Sauf si je dis, il a dit du mal sur toi, il a dit du mal, ils vont se casser la gueule entre eux. Après, je peux les prendre quand ils sont fatigués. Tu veux Alors justement, c'est bien que... Vous auriez fait un général romain redoutable. Exactement. Redoutable. Mais appelle-moi César. S'il vous plaît. Ah, Coluche, s'il y a bien un extrait que je regrette de ne pas pouvoir vous montrer, c'est celui sur Coluche. Alors qu'il est en pleine gloire, Coluche annonce en octobre 1980 qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 1981. Le 30, il tient une conférence de presse où il annonce « Avant moi, la France était coupée en deux, maintenant elle sera pliée en quatre ». Il justifie sa candidature en affirmant « J'ai peur que le régime de Giscard prenne de l'ampleur et que tout le monde se mette à crier « Vive l'ampleur !»
La candidature de Coluche est d'ailleurs soutenue par le journal Harakiri, mais aussi par des intellectuels très respectés tels que Gilles Deleuze ou Pierre Bourdieu. Le candidat nul, qui souhaite récupérer de son propre aveu les votes des abstentionnistes, prend de plus en plus de place. Un sondage dans le Nouvel Observateur le crédite à hauteur de 16%, un chiffre qui inquiète beaucoup les candidats de tous les bords. Alors d'ailleurs c'est assez drôle, je fais une petite parenthèse, pour dire qu'à l'époque Coluche disait qu'il recevait beaucoup de menaces, mais que c'était jamais direct, c'est-à-dire que les mecs de gauche du Parti Socialiste appelaient en disant alors nous, bon, on n'a rien contre vous, mais faites gaffe parce qu'au RPR, ils vont vous tuer. Et les mecs du RPR appelaient 10 minutes après en disant bon, nous on est de votre côté, mais faites gaffe, on a des bruits, les mecs du PS, ils veulent vous en mettre une. Bref. Parenthèse mise à part, les portes commencent de plus en plus à se fermer. Tous les médias, quasiment sans exception, font un blackout total sur la candidature de Coluche, à tel point qu'il est obligé d'aller en Angleterre, et il entame même une grève de la faim. Le 7 avril 81, il annonce qu'il jette l'éponge, retire sa candidature, en expliquant que celle-ci ne le faisait plus rire, et qu'à partir de ce moment-là, il ne voyait plus comment il pouvait faire rire les autres. Il est à préciser que Coluche a été censuré à de très nombreuses reprises pendant sa carrière, notamment un brouillage radio sur demande de l'État qui avait duré plus de 300 jours, mais que, également, il avait eu la bonne idée pour lutter contre ça d'aller à Monaco, faire son émission là-bas. Il l'avait d'ailleurs accueilli à bras ouverts. Sauf que le problème, pour la petite anecdote, c'est qu'il a commencé sa première chronique en disant « Bonjour à tous, ici c'est Coluche, en direct du Rocher des Putes ». Il n'y a pas eu de deuxième émission, quoi. Donc, voilà. Enfin bon, bref, là aussi, un petit montage vidéo est disponible en description de la vidéo. Pour les autres, bonne suite d'épisodes. Là, dans tout ce que tu racontes sur Coluche, il n'y a pas de censure du tout. Il y a quelqu'un qui exprime des idées, qui veut un certain nombre de choses, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est la démocratie, c'est la nature des choses. Donc on essaye de l'en empêcher. Il veut être candidat, puis il y a des autres qui n'ont pas envie qu'il soit candidat. Il y a quand même eu mort d'homme, je crois. Il y a un régisseur qui a été retrouvé. C'est le dernier cas, mais 300 jours de brouillage, c'est un cas de censure. Le quoi, le Les brouillages 300 jours, là, c'est un cas de censure d'État direct, comme il ne se fait plus aujourd'hui d'ailleurs. Non, même pas, parce que moi je me rappelle, j'étais dans les radios libres à l'époque, RFM avait des émetteurs qui étaient bien plus puissants que toutes les autres petites radios libres, qui étaient plutôt plus libres que RFM, qui contenaient déjà un projet commercial, qui était déjà soutenu par des commerçants. Donc je suis même pas sûr. Non, c'est une bagarre. Voilà, dans la vie de Coluche, c'est une bagarre, mais c'est une bagarre normale. Voilà, il a envie de dire des saloperies sur. Enfin, si tu veux, comment dirais-je, nous voici en direct du Rocher des Putes. Moi, je comprends très bien que le gars il dise écoutez, je peux pas vous empêcher de le dire, mais venez pas le dire chez moi. Voilà, nous sommes absolument d'accord. Donc c'est pas une censure, c'est juste bon voilà. Mais tu comprends, c'est quand même un petit peu étrange de venir dire que Coluche a été censuré alors que c'est un des Français qui s'est le plus exprimé de toute l'histoire de France. C'est un mec qui a écrit, qui a parlé dans tous les sens, que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu. Où est la censure? C'est un mec qui a une place immense. C'est comme quand Dieudonné nous pleurait la censure, mais Dieudonné, il a ouvert sa gueule. Il a des tribunes comme le Français moyen n'en aura jamais. Voilà des mecs qui ont énormément parlé. Bon, et tu peux pas en dire autant des bords de Charlie. Dieudonné a quand même été censuré. Enfin, oui. Après, bien sûr, le cas sera abordé en mais dernier, aujourd'hui, justement. c'est pareil. Il a pris un autre biais, qui est justement ce biais de médias parallèles, qui sont en même temps des médias très puissants, sur lesquels il a une grosse audience, tu vois. Alors, effectivement, les médias classiques, mais qui sont des médias descendants, à mon avis, n'en parlent plus. Ils ont bloqué complètement le personnage. Excusez-moi, ils en parlaient tout le temps, mais lui se développe énormément sur Internet. Après, c'est devenu un défi, son espèce de délire là, quand il a quand même dit les médias classiques, donc télévision, on ne parlera plus jamais de toi, plus jamais. Or, c'est le seul mec qui pendant 3 semaines fait parce que il va appeler la mère Le Pen ou le père Le Pen en disant ce que je peux être le parrain de ma fille, et son défi il est quand même dingo. C'est qu'on lui dit on va te bloquer les médias, on ne parlera plus jamais de toi sur les médias, et tout d'un coup c'est le seul comique en France, humoriste en France, on ne fait que parler. Donc qui fait pendant 3 semaines le premier titre du 20h. Il avait sa com, il n'y a pas de mauvaise publicité. Effectivement, il avait sa com tous les soirs, on savait où il jouait, quand il jouait, le nom du spectacle, on avait des extraits, tu vois. Donc il a pris le... Je vois pas la différence avec une promo normale en fait. Il a pris le gouvernement et les médias à leur propre jeu. Exactement. C'est l'arroseur arrosé. Et c'était son jeu, c'était de découillonner. Il les a couillonnés. Parce que quand les mecs, on n'en parlera plus jamais de toi, c'est le seul dont on parle pendant 3 semaines. Le premier titre du 20h, Dieudonné. Donc le mec, pour quelqu'un dont on ne parlera plus, échec total des médias. Il va même jusqu'à se présenter contre Valls là pour se venger, tu vois. Et justement, pour répondre à la question rapidement, vous définissez comme comédien ou artiste engagé, ou pour vous ça veut rien dire? Oui, bien engagé. Plus de 280 dates par an.
Donc beaucoup d'engagement. Non, engagé, non, pas du tout. Je me sens pas du tout engagé, ni à droite ni à gauche, parce que moi je suis pas du tout sur ce profil de droite et de gauche, ce genre de clivage et ce genre une fois de plus, de diviser les populations pour maintenir le pouvoir. C'est pas un truc qui m'intéresse. Donc je suis ni de gauche ni de droite, parce que je suis pas pour ce principe, ni de vote d'ailleurs. Je suis pas pour ce principe-là, tu vois. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que l'abstentionnisme et l'avenir, je voudrais qu'il y ait 0 bulletin dans les urnes pour que les candidats qui se présentent comprennent qu'on a pigé le jeu et qu'ils peuvent pas dire. Si tu fais le compte aujourd'hui, tu vois, tu prends Hollande ou Macron, il était un peu plus. Mais il y a 66 millions de. Je fais très vite, hein, regarde. Tu as 66 millions de Français, tu n'en as que 44 millions qui votent, donc 22 millions qui votent pas. Si tu ramènes ça sur un groupe de 10. Pas parce qu'ils sont Non, ils sont tout petits. Parce qu'ils peuvent pas, ou des gens qui ont perdu leur droit de vote aussi. Hein. Oui, C'est minoritaire, mais surtout les bébés. pas que des bébés, tu as aussi des gens qui ont moins de 18 ans qui ne sont pas des bébés et qui sont extrêmement concernés beaucoup plus que nous par l'avenir, beaucoup plus que nous. Alors voter ou je ne sais pas, j'ai pas de solution, au moins consulter leur avis, parce que c'est des mecs qui ont 18 balais, ils vont être vachement plus concernés que nous par l'avenir, hein, beaucoup plus. Hein. Et ces gens-là, on leur demande pas leur avis, d'accord ? Je sais pas, moi je fais juste un constat, après les solutions, on pourra en parler pendant des heures, mais je fais juste un constat. T'as donc sur les... Parce que si tu ramènes sur un groupe de 10, les 22 millions qui n'ont pas voté, ils vont quand même être commandés par le mec qui va être élu. Sur le groupe de 10, le mec qui va quand même commander les groupes de 10. Le groupe de 10, même s'ils n'ont pas voté, mais ils vont être consultés sur leur avis. Après des abstentionnistes, on arrive à 35% avec les votes blancs. Si tu refais le calcul aujourd'hui pour Macron, hein, si tu ramènes sur un groupe de 10, le président a été élu avec 2 personnes sur le groupe de 10. 2. Il va commander ce groupe de 10, les non-votants, les abstentionnistes, tout le monde, hein, tout le monde. Il va commander le groupe de 10 pendant 5 ans, alors qu'il a été élu avec 2 personnes. 2 personnes sur 10. Et il a commandé ce groupe de 10 pendant 5 ans. Et qu'une fois qu'il est élu, tu as au moins une personne qui n'est pas content de ce qu'il fait. D'accord ? Donc le mec va représenter le groupe de 10 et le commander, le groupe de 10, avec une personne qu'il soutient pendant 5 ans. C'est un groupe de 1, quoi. Voilà. Donc si tu veux, est-ce que c'est pas foutage de gueule ? J'ai pas la réponse. Il se commande lui-même. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que. J'ai pas la réponse. Donc ce mode, Il y en a d'autres qui subissent, ce mode mais- de scrutin et ce mode d'élection ne m'intéresse pas parce que je trouve que c'est juste une donne à farce. réfléchir, en tout C'est une farce. Ça donne à réfléchir. C'est pas une. C'est une farce que c'est une farce. Bah justement, tu parles de président. Et j'ai arrivé à un cas de censure, le prochain. Alors là, Monsieur Carl Zéro, je crois. oui, hein, on c'est- quitte c'est les ce années nom 80, on va en Voilà. 90, avec un cas fait. qui n'a pas forcément été, qui n'est pas forcément le cas le plus connu des gens, mais au risque de te surprendre, c'est peut-être le seul cas où moi je me suis dit, je peux comprendre l'interdiction. Ah, j'ai moi-même été choqué quand on a regardé les images ensemble. Ah bah. Et j'ai compris cette interdiction. Alors, ce cas, c'est en 96. Carl Zero est suspendu d'antenne par le CSA pour un sketch. Le sketch interdit se nomme Pulp Fiction. Peut-être qu'ils le connaissent. Ça passe à 19h à la télé, donc devant les enfants. Motif de l'interdiction, les remous provoqués par donc, la parodie de ce film. Vous allez comprendre assez facilement en voyant la petite parodie qui dure 1 minute, à savoir pour précision qu'à cette époque-là, Jacques Chirac est président de la République, à savoir que Alain Juppé, c'est ça, est Premier ministre, Tout à fait. et que c'est les effets technologiques qui, moi, m'ont impressionné d'effets spéciaux, seraient aujourd'hui probablement très, très dépassés, mais pour l'époque, au niveau replacer visuel, toujours- voilà, faut toujours replacer dans le son contexte. On va recueillir votre avis et je serais même curieux de demander à main levée après l'avis du public si vous pensez que cette interdiction était justifiée ou pas. À savoir que c'est à 19h et qu'on est en 1996. Jacques Chirac est président de la République, Alain Juppé Premier ministre. Vas-y, envoie. Bon, tu te doutes que pour celle-là, camarade, ça va être un petit peu plus compliqué que pour les autres, hein, parce que là, c'est vraiment un sketch en particulier, donc soit tu le vois, soit tu le vois pas. Hein, pour ceux qui veulent le voir, il est en description de la vidéo, pour les autres, je vous en fais un bref résumé. En gros, c'est une parodie de Pulp Fiction, dans lequel Jacques Chirac, Alain Juppé et Debré se prennent des bastos dans la gueule et sont exécutés en direct, et on voit tout. Le Premier ministre et Debré qui était à l'époque, je Garde sais plus des quoi. Sceaux. Le ministre de l'Intérieur, je crois. non Garde des Sceaux. Regardez ça. Oh, quelque chose comme ça. Vous trouvez que c'est justifié ? Moi, ça me choque pas. Ce qui me choque vraiment, moi, mais depuis longtemps, hein, c'est parce que tu parles des adultes qui regardent ça d'un œil très différent. Certainement, les gosses qui voient, c'est même pas des personnages politiques. Je pense pas, parce que tu dis ce sont des enfants, et apparemment, on prend le prétexte, ça a pu choquer des gosses. Ce qui choque les gosses, c'est les images. D'ailleurs, il y a des pubs qui passent en ce moment sur la violence des images, tu sais, en disant qu'il faut faire super gaffe, parce que tu sais, tu vois un gosse qui est complètement choqué, et son père lui dit ça va, il fait c'est quand même chaud, quoi, tu vois. Et ce qui est très chaud, c'est de voir des gens qui se font flinguer avec des balles dans la tête. Maintenant, c'est extrêmement réaliste, que tu vois des crânes qui éclatent et tout. Et que ça, c'est quand même à des heures, même à 20h ou à 21h sur des films.
le dimanche soir. Enfin, Oui, mais c'est ce extrêmement. ne sont pas des personnes. Et les clips, oui, c'est pas des personnes publiques, mais un gosse, lui, il voit pas un président qui se fait tuer. Il suffit de regarder même le JT aujourd'hui, hein, pour voir des trucs hyper violents. Avec des images qui ne sont pas indispensables et pas nécessaires. Tout le monde ici a vu l'exécution de Kadhafi ou l'exécution de Saddam Hussein qui sont passés sur des chaînes de télé, tu vois. Des gens sympas pourtant. Pourtant des gens sympas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est des exécutions qu'on a vues en vrai. Donc à partir de là, surtout avec le côté réalisé avec trucage, écrit en gros. Bon, alors après, effectivement, c'est pas. La séquence n'est pas essentielle pour l'histoire, mais est-ce que ça méritait d'être censuré? Est-ce que c'était... Ouais, mais est-ce qu'à l'époque, on aurait aussi passé la vidéo d'un mec mis à mort au JT à 20h? Je pense pas non plus, peut-être. Je sais pas. Non, mais en tout cas, il y a eu des images, enfin, permettez-moi d'intervenir, il y a eu des images dans mon époque, ne serait-ce que dans les années 60-70, lors de la guerre du Vietnam ou du Cambodge même, on a vu pire que ça. Franchement, c'était pour informer. Oui, c'est pour informer. Mais alors attends, ça c'est des images, c'est pour informer. Moi, là, puisqu'on part sur le truc de l'image, je ne sais pas si tu te rappelles de cette petite fille qui meurt en direct noyée en Colombie. Quel est l'intérêt de montrer l'image de ça? Quel est l'intérêt? C'est pour ça que ça ne se reproduise plus Je sais jamais. plus comment Oui, il mais ça, s'appelait. c'est un truc de guerre, tu vois ce que je veux dire? Et justement, tous les trois, parce que ça pose la question de la limite. Attends, on va commencer par toi. Est-ce que vous vous imposez, parce qu'on parlait de censure, mais on va parler un peu d'autocensure aussi, est-ce que vous, par éthique ou par précaution ou pour n'importe quelle autre raison, vous vous mettez une limite dans ce que vous écrivez, ou ça vous est arrivé de dire celle-là elle est bien mais je ne vais pas la jouer? Non. Alors vraiment, je vois même pas comment ça pourrait arriver que... Parce que moi, comment dirais-je, je dis les trucs pour faire rire, c'est les trucs que je trouve drôles. Et je trouve pas drôle... Pourtant, je crois que vous avez c'est été, compliqué, monsieur hein. Rollin, je crois que vous avez été un tantinet embêté dans On n'est pas couché, je crois, l'émission. Vous avez été un tant soit peu tensé par Léa Salamé et d'autres personnes qui étaient Non, Léa allées Salamé, voir elle a dit qu'elle était amoureuse. Oui, non, c'était bah. Émeric Caron à l'époque, non? Oui, monsieur Caron, oui, tout à fait. amoureux. Et donc apparemment, on avait quelques soucis des fois sur Mais non, mais certaines choses que vous disiez. Oui, mais ça, c'est possible. Mais moi, je n'ai aucune raison de me censurer. Et je pense que les limites, mais tous les humoristes sont comme ça, les limites qu'on s'impose, c'est les limites de notre éthique à nous, de notre morale, et ça. Voilà, c'est pas nous, ça fait pas rire, on trouve que c'est de mauvais goût, on trouve ça, oui, ça nous fait pas rire, t'as bien résumé, Méry, c'est ça. Ça nous fait pas rire, bah donc on lance pas. Alors de temps en temps, tu as des humoristes de contrebande qui font une blague qui les fait pas rire, mais qui est tellement provoque qu'ils aillent faire le buzz avec. Mais ça, ce sont quelques renégats, mais puis c'est des accidents, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est de la malhonnêteté. Oui, c'est un truc un peu malhonnête, et puis il faut que chacun trouve sa place. Donc il y en a un qui se dit, putain, on fait pas assez gaffe à moi. Et si je disais que Hollande a des hémorroïdes, est-ce que tu crois que, bon, voilà. Tu vois, bon, mais... Bon courage à lui pour faire rire avec ça. On fait rire avec ça. Alors justement, assez rapidement, K6 et 7, je les ai regroupés parce que là, c'est le même cas. Hein. Stéphane Guillon et Didier Porte. Le début de l'ère Sarkozy, 2012, à quelques jours d'intervalle, Stéphane Guillon et Didier Porte sont remerciés sans autre motif par France Inter. Raison officielle invoquée par Philippe Val, grand homme de gauche pourtant. Renouveler, faire évoluer l'antenne, chose à laquelle personne ne croit. Porte et Guillon font 2 chroniques successives pour signifier leur départ. Alors on va les regarder ensemble. Bon, là aussi, c'est des chroniques, hein, donc rebelote, même principe. Si vous les avez pas vues, c'est pas obligatoire pour comprendre la suite, mais ce sont 2 excellentes chroniques, très à gauche, chacune dans leur style, assez piquantes, un peu en mode on n'en a plus rien à foutre, et vous pourrez retrouver ces 2 chroniques en description de la vidéo. En fait, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez, Guillon et Porte sont tous les 2 des amis, hein, et je trouve que leur éviction était ridicule. Elle a été exécutée par Val, demandée par Sarkozy. Comment dirais-je, c'est de la basse cuisine. C'est nul. Et d'ailleurs, ça leur a fait plus de publicité, puisque Stéphane comme Didier ont rempli leur salle dans les 2 ans qui ont suivi. Et savez-vous par ailleurs combien ils ont touché pour leur licenciement? Vous diriez combien? Non, ils sont pas au courant. Non? Quoi? C'est genre quoi?
500 000 € chacun. Voilà, c'est dans ce genre-là. Voilà. Donc ça veut dire qu'après, tu vois, pour pleurer, et c'est comme tout à l'heure quand on a évoqué les guignols, bah, ouais, même quand ils sont virés, tu sais que quand même. Alors c'est un peu ça. C'est radio pour faire tes chroniques tout seul après. Ouais, non mais tu vois, mais ça veut dire que on vit dans une société où à un moment donné, un type a été viré de la radio. Ah, il a été viré, mais il a pris 250 000 boules. Ça va, quoi, tu vois. Ça, je le savais pas. Non, mais bah oui, bah c'est le. Ah oui, ça, c'est le problème c'est le problème des gens très à gauche. Souvent, ils s'irritent très rapidement. Des patrons qui sont des salauds. Moi, je soutiens pas. C'est ridicule. Mais si j'avais été un ami de Sarkozy ou un ami de Valls, ce que je ne suis pas, je leur ai dit non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est ridicule. Tu vas faire beaucoup de foin pour pas grand-chose. Laisse-le. Comme d'ailleurs Strauss-Kahn n'aurait pas dû, le jour où Guillon l'avait égratigné, n'aurait pas dû s'indigner, faire un gros numéro. Il aurait dû dire bon, bah oui, vas-y, fais ton boulot. T'as le droit. Bon. Oh, tu vois, pas plus que ça. Mais en tout cas, donc, autant je trouve que c'était une mauvaise idée de les virer, autant on ne peut pas pleurer sur leur sort et eux-mêmes ne nous demanderont pas de pleurer parce que ils s'en sont plutôt bien portés. Qui ne se passe pas comme ça. Et puis, alors il y a des gens qui sont licenciés et qui remplissent pas les salles derrière, qui vendent pas des bouquins derrière et qui n'ont pas touché un centime. Occupons-nous peut-être de ces licenciements-là. Là, il y a une censure un peu plus grave. Bon, alors là, je pense que c'est pas la peine de présenter, hein, moi d'avoir vécu sur une île déserte ces 3 dernières années, c'était quand même assez chaud de passer à côté. Donc du coup, ce qu'on avait fait dans l'émission, c'est qu'au lieu de reparler une énième fois de toutes ces affaires, on a décidé de faire un petit medley des réactions des hommes politiques et des humoristes face à la censure de Dieudonné. Donc ce petit medley est en description de la vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite une très bonne fin d'épisode. Donc on l'a vu, c'est partagé, réaction quasi intégralement négative chez les hommes politiques, de tous bords. Réaction beaucoup plus compréhensive de la plupart des humoristes et des comédiens, pas du personnage, mais contre, comme tu le disais, l'interdiction en tant que principe. On a vu pas mal de gens même assez connus qui prenaient peut-être des risques à le dire. La question que je pose, c'est est-ce que vous pensez que les tribunaux doivent régler ce genre de problème? Est-ce que la liberté d'expression doit être Les tribunaux doivent faire respecter la loi et appliquer la loi. Donc Dieudonné s'est mis hors la loi, sciemment. Donc la loi le punit. Tout est en ordre, tout va bien. C'est ce qu'il a voulu. Hein, il le sait très bien. Il sait très bien où est la frontière. La loi t'interdit de tenir des propos négationnistes ou antisémites. La loi te l'interdit. La loi t'interdit aussi de rouler à 80. On ne discute pas. C'était à 50. Il n'y a pas 3 heures à discuter. C'était 50. Pas 80. Bon ben voilà, Diodo, il s'est amusé à franchir la ligne jaune, et puis ben voilà, ensuite il en a les sanctions. Puis maintenant il est barré dans un truc, dans une espèce de parano sclérosante, et ça fait un moment qu'il nous fait plus tellement rigoler, parce qu'il est dans un petit truc autour de son nombril, à essayer de refaire une provoque pour essayer de revenir. C'était un si bon comédien, un si bon camarade, avant qu'il tourne un peu gaga. Non, non. Ouais, vas-y, Romain. Moi, l'interdiction du spectacle en tant que tel m'a dérangé. Ouais. Après, je me dis que s'il y a des propos qui sont condamnables, à ce moment-là, condamnons ces propos. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand il avait retiré les propos qui faisaient polémique, on continuait d'essayer de lui interdire des salles. Je trouve qu'il était là le problème, plus que d'aller... Il y a des lois, on peut condamner des propos, des amendes, la prison, même s'il faut. De l'interdiction préventive de son spectacle d'après. Je trouvais ça tellement ridicule. C'était tellement ridicule. Surtout qu'en plus, le mec avait tout à fait la possibilité de se produire dans son camion et de pouvoir continuer à voilà. Tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, quand un média veut pas de toi, tu vas ailleurs, et tu trouves toujours une solution. C'est quand même dramatique qu'un comédien soit obligé de jouer dans un autocar. Parce que c'est dramatique d'interdire le spectacle. C'est surtout ça, c'est la conséquence de choses dans le truc. C'est dramatique, c'est un grand terme. Mais ce qui est très gênant, c'est d'interdire un mec. Il est antisémite. Alors, si tu prends le raisonnement de François, c'est vrai, il a raison. Il dépasse la loi est ça. Bon, moi, la loi, c'est pas trop mon truc. Oui, mais t'as raison, dans ton raisonnement, il n'y a même pas à discuter. C'est 50 à l'heure, tu roules à 80, t'es niqué. Bon, il n'y a pas à discuter. Non, mais après, dans le raisonnement total, moi je trouve que c'est dommage d'interdire. Il est antisémite. Enfin, il est antisémite.
Moi, je l'ai vu la semaine dernière, par exemple, je vais voir son spectacle et tout, génial, il joue toujours aussi bien, comme tu disais, excellent comédien, excellent camarade, toujours excellent comédien. Le spectacle est extrêmement bon, et lui, quand tu parles avec lui, puisqu'on a mangé ensemble, tu lui demandes t'es antisémite, il te dit bien sûr que non. Alors maintenant, ce qu'il balance, lui, pour avoir fait cette espèce de provoque dans lequel il est parti, cette espèce d'engrenage dans lequel il est barré, il ne reviendra pas en arrière, hein. Mais il est parti dans une provoque totale. Il arrête, je crois, en plus. Oui, lui, son trip, c'est de se barrer. C'est de se barrer, oui. Ah oui, il veut devenir président Marine Le Pen de... n'a jamais été interdit de faire des meetings. Par exemple, dans le passé, par exemple. Avec tous les débordements qu'il a fait, etc., on n'a jamais interdit son parti, on l'a jamais interdit de se produire en public. Donc, Il y a beaucoup d'infos de 20h, des journaux de 20h. complètement. Est-ce que tu... Voilà, le mec, il tient quand même... Alors voilà, Alors ses propos ont été condamnés, mais sont- on lui a jamais interdit de Ouais. continuer à pouvoir, Non. en tout cas avoir la possibilité de pouvoir continuer à les dire. Dieudonné a fait un autre truc, c'est qu'il a attaqué ce qu'il appelle le lobby juif dans le métier. Alors c'est très difficile parce que le mec il attaque le lobby juif, ce qu'il appelle le lobby juif, qui tient les médias, et tout d'un coup c'est eux qui, puisque vous m'attaquez, tu seras plus sur les médias. C'est là où il part dans sa espèce de performance délire. Vous ne voulez plus parler de moi, et bien vous n'allez jamais autant parler de moi. C'est là qu'il part dans le délire d'appeler Le Pen, c'est là qu'il part dans le délire, et qu'effectivement, il nique cette espèce de lobby, il le nique en disant, il va faire pendant 3 semaines le premier titre du 20h. On n'aura jamais vu un humoriste qui fait ça. Pas sur ses spectacles, hein, sur ce qu'il raconte et sur ce qu'il fait. Donc il est parti dans une performance, délire, hein, mais il est parti dans une performance, tu vois. Ce qui m'intéressait derrière, c'était la question de l'imitation et la question du personnage, particulièrement pour vous deux qui incarnez beaucoup un personnage. Et est-ce que ce personnage, quand vous l'incarnez, vous vous sentez plus protégé que quand vous parlez vous-même? Je ne sais plus qui disait Ah non, que faut l'humour avoir- est un bouclier. Plus Non, protégé, non, pas que juridiquement, faut avoir plus quand protégé même, peut-être par rapport à Il faut vous avoir aussi. un minimum de sens des responsabilités. Non, ce que disent mes personnages, c'est ce que je dis. Sauf quand on est, dans une fiction de théâtre ou dans une fiction de cinéma. Mais sinon, les personnages qui sont juste un petit décalage, tu vois, le professeur Rollin, par exemple, non, il peut pas tenir des propos antisémites sans que moi-même j'ai à en répondre. Ou alors il faudrait que ce soit vraiment un montage intellectuel très finaux qui montre qu'à la fin des fins, c'est au contraire. Enfin bon, c'est compliqué, mais non, sinon tu peux pas te cacher. Et les imitateurs, effectivement, quand ils font une connerie en imitant quelqu'un, c'est quand même eux qui le font. Tu peux pas. Donc ça s'est vérifié avec Cantou il n'y a pas longtemps quand ils ont fait les blagues sur Théo et la police, quoi. Le lendemain matin, il s'excusait, quoi. C'est pas François Hollande, il est pas venu s'excuser en François Hollande. Donc du coup, ceux qui utilisent l'argument du c'était un personnage pour se défendre, c'est pas un argument que tu trouves recevable. Non, Mais ça dépend là. Je parle sur scène ou dans une chronique, perso, pas quoi. dans un film, bien sûr. Ouais, mais Quand t'es auteur. C'est compliqué parce que c'était un personnage, oui. Quelquefois, t'es vraiment un personnage. Donc, dans une pièce de théâtre, Gérard Depardieu a tué son concierge. Et on ne met pas Gérard Depardieu en prison parce que c'était un personnage, en effet. En plus, Il y a quand même eu... Je te rappelle de Jean Carmet qui avait fait Dupont-la-Joie, et où il était, enfin tu connais ce truc. il a été assimilé au personnage. Oui, c'est terrible parce que Jean Carmet il faisait un mec qui était donc raciste, qui faisait une ratonnade, qui violait une gamine. Enfin, tu vois, il avait un personnage il avait tout le kit, hein, c'était le mec, c'était le monstre. Et dans la vie, il a traîné ça avec des gens dans la rue, des gens qui le détestaient. Des gens pas très malins, qui ne Pas font très- pas le distinguo D'accord, mais son- entre l'acteur Bien et sûr, son rôle. je suis bien d'accord avec toi. N'empêche Je que dirais son- même des gens stupides. Bien sûr, mais n'empêche que son quotidien, Voilà. il est entouré de gens stupides, tu vois. Ah, certes. ça. Ou de gens. Enfin, les gens ne sont pas des idiots, moi je pense Non, pas que ce soit des non, idiots. non. Mais Mais il y en a. mais des gens. Ce qui veut dire qu'il avait extrêmement bien joué, d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'était effectivement très bien fait. Sauf que le pauvre mec dans la rue, il a juste à dire attends, moi je suis comédien, je viens boire un canon sur tout Carmet, et il venait pas se faire insulter dans un bar où les mecs, des espèces de racistes, pédophiles et machin, tu vois. Et le mec, il a traîné ça pendant très longtemps en expliquant attends, c'est juste un personnage que j'ai fait. Mais t'as raison, c'est pas de la scène, c'est du cinéma. Tu vois, donc on devrait le comprendre automatiquement, qu'automatiquement c'est un personnage, tu vois. Il est vrai que dans la vie, Depardieu n'est pas forcément Cyrano, quoi. Puisqu'on parle de théâtre d'ailleurs, on en est à l'avant-dernier cas. Alors c'était un cas qui est pas vraiment, qui moi m'a fait mourir de rire quand je l'ai découvert. C'est le cas de Jean Roucas, Oui. qui en 2013 est en tournée avec sa troupe pour une pièce de théâtre, et ses dates sont annulées parce qu'il est allé à une réunion du Front National. C'était avant qu'il témoigne son soutien et qu'il y témoigne son ralliement, simplement à une réunion, comme d'ailleurs l'avait fait, je crois, Dieudonné à l'époque. Et son spectacle est déprogrammé dans plusieurs villes à la demande de mairies socialistes, simplement pour cette raison-là. Et là où c'est très très drôle, c'est qu'une pétition pour faire interdire le spectacle donc, est lancée, et les propres comédiens de la troupe signent la pétition et rejoignent la pétition
pour dénoncer la propre pièce dans laquelle il joue et la faire interdire. Donc la question, elle est assez simple, elle va être rapide, même si vous avez un peu répondu. L'humoriste, il faut vraiment qu'il soit de gauche. Non, là, Merci de rire. Ou alors qu'il fasse semblant. Non, Daniel, nous avons déjà eu liberté cette individuelle, discussion. hein. Oui. Enfin, excusez-moi, mais je lui rappelle qu'un artiste, enfin, vous connaissez ma position, un artiste est forcément de droite. Hein, il est son entreprise, il est créateur il est auto-entrepreneur et forcément, il est son patron. Il est son propre produit. Quand je dis de droite, patron. il est poussé à Il y a des être patrons de dans gauche, hein, l'entrepreneur. il y a des patrons de gauche. Oui, comme il y a des communistes, enfin paraît-il qu'il en reste. Il y a de toute tout, façon. hein, Voilà, hein. On l'a vu sur la dernière élection de M. Macron. Hein, Avec monsieur sur 10. avec M. Robert Hue qui voilà, Oui, n'importe aussi quoi. un C'est fantastique. Alors l'humoriste de gauche obligatoirement? Bah, Rollin, oui. Non, l'humoriste, il est plutôt un peu contre, il est même forcément contre. On fait toujours de l'humour contre quelque chose. Hein. L'humour pour, ça n'existe pas, ça fait pas rire. Pour qu'il y ait un rire, il faut qu'il y ait une fracture, une faille, une brèche. Donc l'humour, il est toujours contre quelque chose. Il se trouve que ce pays a été dominé pendant de longues années par une forme de droite. Donc à ce moment-là, tu pouvais dire l'humour était un peu naturellement de gauche, puisqu'il était un peu dans l'opposition. Maintenant, les choses ont changé et tu vois que effectivement, les artistes sont moins majoritairement de gauche qu'ils ne le furent. Et je pense que d'ailleurs, aussi bien ce clivage s'est dilué à la dernière présidentielle et il va probablement se diluer encore. Et effectivement, c'est une notion qui va perdre de son sens au profit d'une plus intéressante, j'espère. Hein. Optimiste, hein, le François Rollin. Bah, ça fait pas de mal une fois de temps en temps. Alors, pour conclure cette table ronde, je voulais vous donner mon avis, justement. Pas celui de Daniel Carucci, pas celui de Pierre-Yves Rochambeau. Non, mon avis. Je sais que vous serez nombreux à me le demander et je ne souhaitais pas m'esquiver. À titre personnel, je pense qu'il existe en effet une censure des humoristes dans notre pays qui est due notamment à des pressions d'associations communautaires, mais qu'on ne peut pas dire par contre que cette censure aujourd'hui est pire qu'avant. Ceux qui disent que l'état de la liberté d'expression empire de plus en plus sont, je le pense, victimes d'un prisme déformant que j'appellerais la parenthèse Chirac. En effet, on a vu que la liberté d'expression sous De Gaulle, c'était la catastrophe, sous Mitterrand, c'était affreux, sous Sarkozy, c'était encore affreux, et sous Hollande, c'était la catastrophe. En fait, il y a eu une période dans laquelle les humoristes étaient à peu près tranquilles, c'est les 2 mandats de Chirac. À l'exception de l'affaire Carl Zero, qui allait très loin dans la violence visuelle, et d'une blague des guignols de l'info qui avait pas beaucoup plu à Bernadette parce qu'elle se touchait la zézette avec un sac à main, Chirac n'a vraiment emmerdé personne, et je pense que beaucoup de gens ont pris des bonnes habitudes. Chirac savait d'ailleurs lui-même que sa cote de popularité, extrêmement positive lors de sa première élection, était en partie due à la caricature qu'en faisaient tous les soirs les guignols de l'info. Entre super menteurs et le tapotage de cul de vache, ils ont énormément aidé à ce qu'il ait une opinion favorable auprès des Français, et je pense qu'il savait s'en souvenir et qu'il savait ce qu'il devait aux humoristes. Avec Sarkozy, la droite réactionnaire revenue au pouvoir, le constat du réel est revenu clairement dans la gueule de tout le monde. Constat du réel qui s'est encore plus aggravé avec l'élection de François Hollande, où on ne s'est pas aperçu, mais on s'est tout simplement souvenu que la gauche, sur beaucoup de sujets, n'est pas beaucoup plus ouverte d'esprit que la droite, et qu'elle est aussi très réactionnaire, mais sur des sujets différents. D'ailleurs, vous vous souviendrez probablement, pour les plus âgés d'entre vous, de la fronde de Ségolène Royal, qui voulait à l'époque faire interdire le Club Dorothée. Quoi qu'il en soit, la liberté d'expression, nous l'avons tous, physiquement, nous avons presque tous, en tout cas, la capacité de dire que nos hommes politiques sont des cons. Même en Corée du Nord, vous pouvez dire que le leader suprême a une petite bite. Vous pouvez, vous n'avez juste pas le droit de le faire, et vous le paierez par la mort. Alors en France, vous le paierez par une mort sociale et économique. C'est vrai que le sort est préférable. Par contre, l'argument qui consiste à dire « ne vous plaignez pas parce que ailleurs c'est bien pire » n'est pas quelque chose que je juge recevable. Ça, je laisse cette mauvaise foi à nos hommes politiques qui essayent par ce genre d'argument de faire justifier les lois liberticides qu'ils passent dans notre pays. Hashtag état d'urgence. Bref, comme dirait l'autre, il est maintenant temps de conclure cette table ronde. Et avant de partir, nos invités ont répondu à une dernière question, plus intime, de Daniel Carucci et Pierre-Yves Rochambeau. C'est l'instant du bout du bar, l'instant confession. Je vous laisse découvrir ça. Et je vous souhaite une très bonne fin d'épisode, et je vous dis à demain. Ciao! Alors, François Rollin, c'est la question du bout du bar. Un souvenir d'enfance positif et un souvenir d'enfance négatif. Dans cet ordre-là ?
dans l'ordre que vous voudrez et qui vous parlent jusqu'à aujourd'hui, qui vous nourrissent, qui vous... Oui, oui. Ben, en fait, c'est l'embarras du choix. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. On est constitué de ces souvenirs d'enfance. C'est là que tout se passe. Alors, évidemment, là, quand je fais tourner le logiciel, ce qui m'est venu en premier, c'est la mort de ma tante Thérèse d'un cancer du sein à l'âge de 40 ans. Ça, c'était quand j'étais tout petit, donc voilà. Ça ne me ferait pas plus plaisir aujourd'hui, mais c'est plus marquant qu'on est petit, puisque ça doit être un de mes premiers contacts avec la mort. Et un souvenir joyeux, ou positif, c'est quand je suis allé à la pêche sur la Meuse avec mon oncle Georges. Tiens, c'est marrant, j'ai une tante, un oncle. Oui, souvent, c'est la famille. Je pense que plein de gens ont des souvenirs qui sont liés à la famille. Mais bon, repose-moi la question dans 20 minutes, et puis je t'en dirai 2 autres, parce qu'il y en a tellement, encore une fois, on est constitué de ça. Hein, Tout à fait. Non, mais en tout cas, c'était sur le moment. Et eh bien, je vous remercie, et, au nom de tous nos viewers, comme on dit aujourd'hui, d'être venus dans Télé d'avant. Youpi! Voilà, merci beaucoup. Écoute Romain, bienvenue au bout du bar. Merci. Voilà, c'est l'instant un peu plus perso de l'émission. Calme-toi, j'ai pas envie de te faire mal. Alors justement, l'émission, alors comment ça s'est passé? Super bien. Ouais. Non, vraiment bonne ambiance. En plus, je connaissais pas Mary et Rollin, donc ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Non, vraiment super cool. Alors, la petite question que je voulais te poser, c'est, t'as dit tout à l'heure que tu ne te censurais pas, mais t'es sûr qu'il n'y a jamais un moment où t'as un truc que tu voulais faire sur scène ou ailleurs et que tu t'es dit non, je peux pas, ou que tu regrettes d'avoir fait et que tu referais plus? Non, en fait, non, pas des regrets. En fait, comme je te dis, je me mets jamais vraiment de limite quand j'écris. À partir du moment où je crois à mon truc, je vais le faire. Par contre, j'ai écrit un truc où je pars du postulat où je me demande pourquoi les catholiques ont autant de mal avec les homosexuels, alors que tous les dimanches, ils vont se prosterner devant un mec qui a une pose super tendancieuse. Cet acte, je l'ai gardé pour le spectacle. Mais tout au départ, je l'avais vraiment imaginé, c'était vraiment plus hardcore, il y avait toute une crucifixion de Jésus qui était vraiment très sexuelle, qui était vraiment, avec le recul, violente. J'ai choqué un mec dans la salle qui s'est levé en me disant « Tu te rends pas compte, s'il y a des chrétiens dans la salle, tu vas les vexer. » Donc tu l'as joué? Oui, je l'ai joué. Et je lui dis « Mais attends, je comprends pas ce que tu veux me dire. Tu es en train de me dire que c'est vexant pour quelqu'un ou que c'est insultant de dire qu'on pense que quelqu'un est homosexuel. Je comprends pas où est l'insulte en fait. » Le mec s'est vénère, il est sorti du théâtre en claquant la porte et tout. Et effectivement, je me suis remis en question dans la forme que j'apportais. Mais j'ai pas remis mon fond en question, j'ai gardé 90% des blagues que j'avais par rapport à ça. Ça en arrive même jusqu'à dire que je pense que peut-être Mahomet aussi était gay. Et tout ça, je l'ai gardé. Tout ça, je l'ai gardé parce que je le vire avec après avoir terminé mon raisonnement sur Jésus en disant qu'il était gay. Je dis Jésus était gay, c'est sûr. Pareil, Mahomet, et là à ce moment-là j'ai des lasers de sniper qui se mettent sur moi. Je regarde les lasers et je dis non, Mahomet il était pas gay. Il avait pas d'humour, mais il était pas gay. Ok. Et donc non, c'est pas un regret parce que justement le fait d'avoir fait ce truc-là, ça m'a aidé à peaufiner mon sketch et à ce qu'aujourd'hui il fasse rigoler sans vexer personne et en ayant gardé le même fond. Pour toi, le but, c'est pas, Voilà. c'est pas d'aller toujours plus loin. Non, mon but c'est pas d'aller plus loin, mon but c'est d'aller là où j'ai envie d'aller en fait. Ouais. Après que ce soit loin pour certaines personnes, ce sera peut-être loin pour toi, moins loin pour lui, tu vois. Ça j'ai envie de te dire que c'est pas mon problème, et je pourrais pas plaire à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Mais l'essentiel déjà c'est de se plaire à soi, je pense. Tes projets, ton actu pour les gens à venir? Je continue mon spectacle, voilà, tous les vendredis à 21h30 au Théâtre de la Petite Loge. Dans le 9e à Paris. Je vais continuer à faire des vidéos dans ma poubelle sur YouTube. Je continue à écrire pour Marc-Antoine Lebray tous les matins à la radio. Voilà, la vie est belle. La vie est belle? Ouais. Écoute, merci d'être venu. Merci à toi. Puis je te dis à très vite. Grave. Ciao. Alors, Méry ou Monsieur Méry, enfin Méry, non, je veux dire Méry. Oui, Méry, tout simplement, on se connaît un petit peu maintenant. Oui. J'ai vu des... On se connaît bien. S'il vous plaît, quand même, pas à ce point-là. J'ai vu des petites vidéos de vous, donc bon, la fameuse carotte, tout ça, votre spectacle. Mais vous êtes souvent dans les îles, à vous faire dorer la pilule. Apparemment, vous l'avez belle. Ouais. Est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose dans votre vie qui ne va pas? Parce qu'on a l'impression que tout va. Tout va. Honnêtement, l'amour. C'est quand même rare de trouver quelqu'un, et notamment un Français, qui dit Ah ouais. pour moi, ça va.
Oui, pour moi ça va. Je suis heureux dans le métier qui n'est pas un métier. Je n'ai pas de notion de travail, puisque je ne travaille pas, je vais jouer. Les vacances, c'est à peu près ma vie permanente. Je ne fais pas de différence entre les vacances et le travail, puisque je n'ai pas de travail. Donc le quotidien, l'amour va très bien, puisqu'on s'est rencontrés récemment. Donc Je ne porte pas d'alliance, mais je suis marié. Fais passer avec ton doigt. C'était celui-là, s'il vous plaît. Donc oui, ce serait se trouver des problèmes. On peut toujours se trouver des problèmes quand on a envie de se trouver des problèmes. Et je pense que quand on a envie d'axer sa vie sur être heureux et bien, on peut parfaitement le faire aussi. C'est une philosophie. Alors. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est une raison de vivre et c'est un aboutissement. Et comme j'ai atteint l'aboutissement, je peux être que heureux, foncièrement heureux. Mais en souhaitant, bien évidemment, sans ignorer les autres, que tout le monde puisse raisonner de cette manière-là en se disant que le bonheur, c'est juste un angle de vue. Tu peux regarder la même chose en te disant ça sous cet angle-là, c'est dégueulasse, tu changes d'angle de vue et tu te dis putain, ça c'est super beau parce que tu n'as pas les mêmes reflets. Donc c'est juste un angle de vue, tu peux regarder le même problème, qui ne devient plus un problème si tu regardes sur ce Le verre à moitié plein. Ou le verre à moitié vide, ça peut être ça aussi. Ouais, voilà. Eh ben, on va terminer sur cette magnifique pensée. Mais oui. Merci beaucoup et peut-être à une prochaine. Qui sait. Très certainement. À bientôt.